Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Veto Micro. Aujourd'hui, j'accueille un nouveau soignant, masculin cette fois, toujours non vétérinaire. Place à un orthodontiste spécialiste. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marin Bonneau. Salut Marin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Marin, tu as un parcours scolaire toulousain solide, plutôt brillant même, à en croire tes classements. Tu fais partie de la promotion 2017 qui t'a rendu docteur en chirurgie dentaire avec une thèse soutenue en 2023. Période pendant laquelle tu es interne en odontologie qui te rend à son tour spécialiste en orthopédie dentofaciale avec cette fois un mémoire soutenu en 2024. Aujourd'hui, tu as troqué le magret pour la bouillabaisse et tu répartis ton activité entre l'exercice salarial en tant qu'orthodontiste dans un cabinet faisant partie du réseau Dentelia et une activité hospitalo-universitaire au CHU Timone, où tu encadres les internes et nourris ta soif de formateur. Au-delà de ton métier et de la formation que tu dispenses, tu es également un passionné de sport, trail, golf, surf, ski et j'en passe, de quoi t'occuper pendant ton temps libre. À travers ton CV, LinkedIn et mes explorations Internet, j'ai découvert pas mal de terminologie que je ne connaissais absolument pas. Chouette, tu vas nous aider à dégrossir tout cela. Tu vas bien sûr nous parler de ton parcours et on va également ouvrir sur des sujets plus larges. Les nouvelles voies d'accès à la spécialisation en orthodontie, l'essor des formations privées et internationales, les patients qui vont se faire soigner à l'étranger et bien sûr le parallèle avec le monde veto, notamment sur les soins dentaires et l'arrivée des groupes. Bref, de quoi se mettre sous la dent. Es-tu prêt? Bien sûr, avec plaisir. C'est parti alors. Tout d'abord, on a besoin d'une petite séance de définition pour démarrer sur de bonnes bases, je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre dentiste, chirurgien dentiste, orthodontiste, même médecin stomatologiste peut-être? Alors, donc, entre dentiste et chirurgien dentiste, il n'y en a pas, puisqu'en fait, c'est 2 mots pour signifier le même métier. Tous les dentistes sont chirurgiens dentistes. Voilà, donc ça c'est un petit amalgame que font les patients. Ensuite, entre dentiste et orthodontiste, c'est une spécialité. C'est comme entre on reste dans une surspécialisation, mais comme entre un médecin généraliste et un cardiologue. L'orthodontiste, lui, il va vraiment se concentrer sur tout ce qui est l'alignement des dents et des mâchoires et leur harmonie. Alors que le dentiste, lui, il va se concentrer plutôt sur les soins de prothèses, des tissus qui entourent les dents, voilà. Donc l'orthodontiste, en fait, est une surspécialisation du métier de dentiste. Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a des sous-catégories ou sur-spécialisations, je ne sais pas comment on dit, à orthodontiste? Non. Après, une fois qu'on est orthodontiste, globalement, on va tous avoir le même champ de compétences. Il y aura pas de surspécialisation. C'est déjà assez spécialisé. Ok, très clair. Et j'ai trouvé médecin stomatologiste aussi. Du coup, ça c'est plutôt tout ce qui a rapport à la bouche. Alors, j'imagine. Stomatologie, en fait, c'est une ancienne terminologie pour une spécialité qui concerne la chirurgie de intrabuccale. En fait, ça a disparu, ça, petit à petit. C'était une spécialité qui était commune à médecine et ça a été remplacé par ce qu'on appelle maintenant la chirurgie orale. Donc, qui est une spécialité toujours commune à médecine. En fait, il y a 2 voies d'accès, soit par dentaire, soit par médecine. Et ça va toucher tout ce qui est communément l'avulsion des dents de sagesse, les cas d'implantologie complexes, les chirurgies
des mâchoires, voilà, mais tout en restant à l'intérieur de la bouche. Voilà. Ok, très clair. Merci pour ces clarifications. Alors, j'ai une question traditionnelle dans ce podcast. Alors, généralement, il est plutôt axé vétérinaire. Donc, la question tradi, c'est pourquoi vétérinaire? Et je dois dire, je m'en étais presque lassée, même si ça ouvre sur des réponses parfois intéressantes. C'est souvent, on tombe dans la marmite vétérinaire très jeune. Mais Ouais. j'ai trouvé que quand j'interviewe les autres soignants, comme on appelle ça, elle reprend tout son sens parce que il semblerait que ce n'est pas toujours le cas pour les autres professions soignantes, d'avoir cette vocation très très jeune. Donc je vais te poser la question, peut-être que c'est le cas chez toi, mais pourquoi orthodontiste? Alors moi, j'ai un peu écouté les autres podcasts, donc j'ai un peu réfléchi à cette question parce que c'est pas naturel quand on se pose la question. En fait, c'est un choix de vie, mais il faut un peu faire un côté rétroactif pour essayer de comprendre. Moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une vocation. Enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup d'enfants de 12 ans qui se réveillent et qui se disent bon, c'est bon, je vais être orthodontiste, c'est sûr. Voilà, surtout qu'en plus, moi, j'avais pas fait d'orthodontie quand j'étais jeune, donc je connaissais que très peu ce métier. Un peu en fait, parce que ma grand-mère était orthodontiste, mais en fait, je l'ai jamais vu pratiquer. Et en fait, c'est quand j'ai réfléchi, c'est une succession de choix, mais comme beaucoup d'enfants conscient, parce que il y a des moments où j'ai fait des choix et d'autres, la majorité d'ailleurs, inconscients. Parce que, je suis d'une famille, où il y a un historique de profession libérale. Mon père est médecin, ma mère, elle a fait beaucoup de droit, donc il y a aussi des pharmaciens, voilà. Donc direct, j'avais tout ça qui était, inscrit dans mon inconscient. Et après, ma famille, elle nous a plutôt élevés dans un milieu un peu élitiste où en fait, dans les études, il fallait faire, il fallait avoir les bonnes notes, il fallait être dans les bonnes classes, voilà, faire les bonnes études, sans que ça soit négatif, hein. Je pense que j'élèverais peut-être mes enfants de la même manière. Mais donc en fait, j'avais il y avait des voies qui étaient déjà un petit peu fermées et d'autres grandes ouvertes. Voilà. Donc à partir de là, dans ce panorama-là, j'ai fait certains choix. Moi, mon père, j'ai toujours été passionné et je l'ai regardé avec beaucoup d'admiration pratiquer son métier avec passion. Donc, il est toujours d'ailleurs gastro-entérologue. C'est vraiment un métier qui lui a pris toute son énergie, peut-être parfois un peu trop, mais voilà, il l'a pratiqué avec passion. Et donc moi, en tant qu'enfant, j'allais avec lui au bloc. Voilà, ça m'a toujours vraiment provoquer de l'admiration. Donc j'ai voulu m'orienter vers ça assez jeune et j'ai toujours hésité après au lycée parce que on a toujours d'autres voies qui nous sont ouvertes, notamment les classes prépa. Et après mon frère qui a 2 ans de plus que moi a eu HEC juste avant. Donc je me suis dit bon, je pense que je ferai jamais mieux. Maintenant je vais essayer de faire ma propre voie et donc je suis parti en médecine. Et après en médecine, là, c'est un peu plus les hasards de la vie où en fait, j'ai passé le concours à Toulouse et ça reste encore très sélectif. Il y avait 90 places mon année, on était plus de 1000 étudiants et j'ai fini 92e la première année. Donc j'ai pas eu médecine à 2 places donc ça dépend des facs, mais nous dans notre fac, quand on n'avait pas médecine, on pouvait avoir dentaire sans même l'avoir présenté. Et donc là, là, c'était le moment des choix. J'ai reçu beaucoup d'appels pour me conseiller. Et puis c'était un peu la caricature, c'est-à-dire que mon père, il me disait prends pas médecine, ne redouble pas pour faire médecine, prends dentaire. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, c'est pas possible de sacrifier sa vie à ce point pour un métier. Voilà. Et à l'autre côté, les dentistes que j'appelais qui me disaient ah moi je suis tranquille, là j'étais en vacances, je sais pas où, voilà un peu la caricature. Mais c'est vrai que quand on sort de PACES à 19 ans, PACES c'est la première année où on travaille beaucoup. Donc ça a fait écho en moi et je me suis dit qu'en fait le dentaire ça pouvait complètement me correspondre. Donc je suis parti sur dentaire et après encore un hasard, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis qui lui pour le coup avait toujours voulu être orthodontiste et il m'a donné un petit peu la passion et l'envie de faire ce métier-là. Et donc après j'ai repassé le deuxième concours qui est bien passé pour le coup et voilà comment je suis arrivé à faire ce métier.
Voilà. Super, très clair. Et qu'est-ce qui t'a attiré du coup à premier abord quand t'as vu l'orthodontie? Déjà, ouais, il y a eu le premier choix, c'était le milieu du dentaire. Donc le milieu du dentaire, ça présente plein d'attraits puisque on reste dans une spécialité médicale, mais sans non plus toute l'implication que peut donner, enfin, que peut apparaître en médecine. On va être donc dans quelque chose où on va être plus localisé, déjà spécialisé en fait. Et après en orthodontie, ce qui m'a donné envie, je pense dans l'orthodontie, c'est déjà l'utilité. Quand on fait un traitement d'orthodontie, on se rend compte directement de ce que ça peut apporter pour le patient. Donc dans les différents aspects, hein, la majorité des gens voient l'aspect esthétique, c'est peut-être 50% de l'intérêt, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects, les aspects fonctionnels. Il y a aussi un aspect médical puisque c'est vachement lié aussi à la respiration. Voilà, c'est toutes ces facettes-là du métier qui au final rendent, alors c'est un peu caricatural, mais rendent le sourire aux patients. Tout ça, ça a fait que c'est un métier qui a du sens et que j'aime pratiquer au quotidien. D'ailleurs, ça allait être une de mes questions. Ça fait quoi de rendre un beau sourire à quelqu'un? Déjà c'est long parce qu'en fait les patients ils se rendent pas compte, mais l'orthodontie ça prend beaucoup de temps. Donc le patient il a le temps de le voir venir et alors à la fin on arrive parfois à des patients qui sont très reconnaissants mais bon ils ont aussi souffert pendant des années, donc voilà, la plupart du temps ils nous sont très reconnaissants, mais c'est vrai que voilà, c'est un long chemin. Il faut voir le but et faut imaginer un petit peu ce que ça peut donner pour tenir bon. Ouais, faut un peu de courage et de patience en fait, hein, quand on est traité en Complètement. orthodontie. Ouais, complètement. C'est vraiment un long chemin pour arriver au résultat. Donc c'est à nous un petit peu de continuer à les motiver parce qu'il y a beaucoup de coopération aussi de leur part et voilà de leur faire un petit peu imager ce que ça peut donner à la fin. Et t'as en répartition enfants adultes, ça donne quoi? L Globalement, c'est une spécialité qui traite les enfants de 6-7 ans jusqu'à 17-18 ans pour à peu près 70% des patients. Après, ça OK. dépend, hein, il va y avoir des praticiens qui vont plus s'orienter pour les adultes. Mais voilà. Après, c'est en train de tourner ça parce que les bagues, ça a rebuté beaucoup d'adultes pendant des années. Aujourd'hui, donc, il y a des nouveaux dispositifs avec des dispositifs qui sont dits esthétiques, comme des gouttières transparentes ou les bagues en linguale aussi, qui sont un petit peu moins fréquentes, mais qui existent aussi. Voilà, qui permettent en fait aux adultes d'accéder aussi aux soins, puisque c'est mieux accepté socialement. Mmh. Donc c'est un peu en train de tourner. Il y a de plus Intéressant. en plus d'adultes qui viennent me voir. Ah bah sympa, bah on va en reparler. Qu'est-ce que tu ressens au niveau des qualités nécessaires pour être un bon orthodontiste? Je pense qu'une qualité fondamentale, je pense que c'est la première, c'est la rigueur. C'était pas forcément la mienne au départ, mais en fait, on est obligé de la développer. C'est un métier où il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, de manière protocolaire. Ça se voit dès que le patient arrive. En fait, on lui fait par exemple un bilan où voilà, on récupère des photos, des radios, des empreintes, c'est protocolaire. Après, la méthode dont on traite les patients, il faut vraiment voilà, que les choses soient cadrées, que les plans de traitement ils soient bien étudiés. Voilà, donc ça c'est une des qualités fondamentales. Et après voilà, je pense que ça va être la qualité primordiale. Mmh. Est-ce qu'il y a place pour de la créativité? C'est-à-dire, est-ce que parfois, voilà, tu as un cas où il faut être un petit peu plus inventif,
plutôt que de suivre exactement, voilà, tu parlais de procédure, une technique en particulier. Est-ce que parfois tu dis bon cette technique-là, mais par contre je vais devoir faire un peu de ça et de ça? Ouais, il y aura certains cas où il va falloir un petit peu improviser. Même d'ailleurs, c'est peut-être le danger aussi, c'est que dans les cabinets, vu qu'il y a beaucoup de patients, on a tendance un petit peu à standardiser les protocoles, alors que parfois, en fait, c'est même totalement indiqué de tous les cas ne se ressemblent pas, donc d'aller parfois individualiser, réfléchir un petit peu différemment. Donc voilà, c'est vrai que ça peut parfois être intéressant. Après, de la créativité, je sais pas, parce que bon, on essaie d'éviter d'expérimenter parce que Bien sûr. voilà, ça reste du médical. Après, l'orthodontie, c'est une spécialité qui est très peu evidence-based, puisqu'en fait, on a du mal à prouver les choses. C'est des pratiques qui sont très libérales aussi, très privées, et donc il y a peu d'études. Alors, il y en a beaucoup, hein, quand même, hein, faut pas généraliser, mais assez peu d'études par rapport aux autres spécialités médicales. Donc en fait, par exemple, je dis un exemple qui va parler à tout le monde. Quand on a un décalage des mâchoires, donc ça s'appelle une classe 2, donc c'est une mâchoire du bas qui est en arrière, il va y avoir chez l'enfant plein de manières de la corriger, en stimulant la croissance de la mâchoire du bas, donc de la mandibule. Et sur ces différentes manières, tous les orthodontistes vont un peu avoir leur recette. Mmh. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que selon les facs, selon ce qu'on a appris, qui nous a formés, chacun va avoir un petit peu sa méthode. Alors sans être créatif, mais voilà, avec chacun ses préférences en fait. Ah, je savais pas ça, c'est intéressant. Et du coup, du côté patient, comment on fait la différence alors entre un bon et un mauvais orthodontiste? S'il y a toutes ces techniques, on va voir C'est sur Google c'est Reviews. ouais, très compliqué. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces techniques, en fait, elles sont utilisées et acceptées parce que en fait, elles marchent. Voilà, il y a pas une technique qui marche plus que l'autre. Voilà, ça va être selon des préférences. Alors il pourrait y en avoir qui seraient prouvées, mais vu qu'il y a pas d'études qui sont menées globalement, chacun prêche un peu pour sa paroisse. Mais après, les patients, c'est très compliqué de savoir si un orthodontiste travaille bien ou pas. En fait, on est un peu, mais comme tout, hein, mais on est un peu trompé je pense parfois par l'apparence. En fait, c'est ça Mmh. que les patients regardent, hein, quand ils sont bien accueillis, que le cabinet est beau, qu'il y a du beau matériel, que c'est moderne. On se dit directement que l'orthodontie Ouais, pratiquée va être de grande qualité, alors que c'est pas forcément vrai. ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est pareil chez les vétos, ça, hein. Il doit y avoir aussi, il y a voilà, tout l'aspect du cabinet, la modernité, on va se dire: «Ah, lui, c'est sûr que voilà», alors qu'en fait, parfois, la qualité du praticien, sont pas forcément égales. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Après, pourrait penser que quelqu'un qui prend soin de son chez-soi va aussi prendre soin de son patient. C'est peut-être un peu comme ça que j'essaye de voir les choses, mais tu as raison, l'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Ouais. Hem, Ton quotidien, tu as mentionné qu'il y avait beaucoup de patients. Tu as des journées chargées. Comment ça se passe un jour, en tant Ouais. que marin? Alors, il y a une journée qui est particulière en orthodontie, c'est le mercredi, mais ça, c'est lié, en France au fait que, les mercredis sont souvent libres Mmh. pour les enfants. Donc, là, c'est des journées où on peut voir, en cabinet libéral, jusqu'à 50-60 patients dans la journée. Donc ça fait beaucoup, hein. C'est des rendez-vous de 5 à 10 minutes où, en fait, il y a une organisation qui est bien rodée avec des assistantes, des secrétaires qui, verrouillent l'administratif et qui, en fait, nous font circuler la plupart du temps entre des box pour avancer sur les patients. Alors de l'extérieur, ça peut faire un petit peu usine, mais en fait, c'est souvent pour des actes qui sont considérés un petit peu comme routiniers, c'est-à-dire on va changer un arc, donc en fait on n'a pas besoin de voir le patient très longtemps. Après, les autres jours de la semaine, ça va être justement des actes un peu plus longs comme le démarrage, où on va coller les bagues, les appareils, les déposes des appareils aussi, les rendez-vous pour les adultes où on a besoin de prendre plus de temps parce que souvent on leur explique un petit peu plus les choses. Voilà. Donc en fait, il y a deux types de journées, les journées un peu plus conventionnelles et le mercredi, quoi. Vraiment, on dissocie les deux.
Waouh, je suis impressionnée, 50-60 patients. Sur les enfants, alors moi je me suis fait soigner en orthodontie, enfin j'ai pas du tout ce souvenir alors peut-être voilà, c'est peut-être brouillé dans ma tête, mais qu'il y avait autant d'enfants, qui se fait soigner à l'époque, c'était un peu plus rare. Aujourd'hui, tu as des stats sur, je sais pas combien d'enfants, sur 10, se font soigner aujourd'hui en orthodontie? Euh, Aujourd'hui, ça devient quand même quasi systématisé, hein, le rendez-vous de contrôle chez l'orthodontiste. Après, il n'y a pas forcément besoin. Je pense que c'est à peu près, mais c'est quand même beaucoup, hein, mais 60% des enfants qui en ont besoin. Voilà, donc en fait, on pourrait traiter 60% de la population. Après, par contre, les besoins sont variables. Parfois, ça va être juste un petit intérêt esthétique, où bah les parents vont pas voir l'intérêt, jusqu'au à la vraie problématique bah, de croissance, de fonction, quoi, vraiment pour que on y puisse mastiquer correctement et fonctionner correctement. Donc voilà, au final maintenant, il y a ça s'est quand même popularisé, mais je pense pour le bon. Mais après, c'est aussi dans une logique de notre société où bah, l'esthétisme prend peut-être de plus en plus d'importance. Et en fait, maintenant, bah, c'est devenu une norme d'avoir les dents parfaitement alignées, alors que bah, c'est la nature humaine. Les dents s'encombrent, hein, c'est complètement naturel. Mais donc voilà, je pense que vu que c'est devenu une norme, bah, tous les patients, voilà, la majorité des patients y passent. Voilà. Bah, ouais, tu soulèves un point intéressant et qui est ma question d'après finalement, c'est de dire, où se situe exactement le besoin parce que c'est difficile de se dire, voilà, il y a 60-70 de la population, qui a besoin d'orthodontie. Qui sans ça potentiellement pourrait pas survivre. Enfin, ça a pas de entre guillemets pas de sens par rapport à l'évolution de l'espèce. Enfin, si on si on ne s'en sortait pas sans dents ou avec un mauvais sourire, je pense qu'on le saurait. Ouais. Donc ouais, il y a vraiment un côté ouais évolution par rapport à notre ouais notre relation au sourire quoi quelque part. Ouais, oui, oui, c'est clairement sociétal. Mmh. C'est voilà. Après, bon, il y a des intérêts médicaux, hein. C'est vrai qu'on a une spécialité qui est souvent un petit peu, enfin, la caricature qu'on s'en fait, c'est l'orthodontiste, c'est esthétique et voilà, c'est une spécialité où bah c'est facile puisque on gagne beaucoup d'argent. Voilà. Moi, c'est souvent ce que j'entends. Mais en fait, c'est une spécialité qui a un réel aspect aussi médical, hein. Donc voilà, ça, faut alors c'est pas chez tous les patients, mais avoir des dents alignées, c'est garant d'un entretien et d'une stabilité qui est importante. Tu peux élaborer un peu là-dessus? J'imagine, bah, digestif premièrement, tu t'as évoqué respiratoire tout à l'heure. Ouais, bah, déjà, si on a un patient qui a entre les dents alignées et pas alignées, déjà, il y a un truc facile à comprendre, c'est les manœuvres d'hygiène. Quand les dents sont parfaitement alignées, on va facilement aussi aller les nettoyer et donc les entretenir et donc bah, les maintenir en bon état. Voilà, ça c'est le 1er avantage. Après, quand les dents sont bien emboîtées, ça a encore un autre problème. Bah, forcément la mastication, elle va en découler. Le mieux on va avoir un emboîtement, le mieux on va mastiquer. Par exemple, quand on a un écart entre les dents du bas et du haut, en devant, bah, on va pas pouvoir utiliser la fonction des incisives qui est de découper les aliments. Donc ça aussi, ça va être un aspect qui va être amélioré. Voilà. Après, au niveau respiratoire, les mâchoires sont directement liées aux voies aériennes puisqu'en fait le palais c'est la base des voies aériennes, dont enfin de la cavité nasale. Donc si on augmente la surface de ce palais, on va aussi augmenter la cavité nasale et donc notre facilité à respirer. Voilà. Le traitement d'orthodontie aussi, alors quand il est lié à une chirurgie, est aussi la seule voie de guérir des apnées du sommeil Mmh. puisqu'en fait, en avançant les mâchoires, on va aussi avancer les voies aériennes, donc permettre au patient de faciliter sa respiration. Donc voilà, ça a des impacts qui vont bien au-delà de l'esthétique, c'est certain, mais après voilà, faut bien indiquer aux patients, pas non plus leur faire croire que ça va changer des choses qui ne le sont pas, mais voilà, Mmh. il Mmh. y a des réels intérêts.
Très clair. Merci pour ces précisions. Je t'ai partagé 2 articles de clinique sur l'orthodontie canine. Ouais. Je voudrais savoir ce que tu en as pensé. Voilà, est-ce que ça ressemble un petit peu? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Bah, justement, je trouvais que c'était en lien, enfin, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que déjà chez l'humain, on se pose la question, il y a encore des gens qui se posent la question, quand ils sont pas informés, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire de l'orthodontie? Alors chez les animaux, j'ai vu que sur le site donc tu m'as envoyé, ils mettaient que c'était pour but esthétique, parfois. Donc là je suis pas voilà, je pense pas qu'on a besoin d'améliorer l'esthétique des sourires de nos animaux, quoique je sais pas ce que tu en penses. Ah bah, moi je dois dire que je suis assez d'accord avec ça. Je sais que, là où, souvent ça va être demandé, ce sera dans les standards de race. Enfin OK. souvent demandé, c'est s'il y a des problématiques, ça peut être Et est-ce que demandé, c'est pas un excès, ça, un petit peu de ouais. Ah ben oui, une grosse question éthique et ça, Ouais. ça concerne pas seulement la dentaire, ça concerne beaucoup d'autres choses malheureusement, dans le Ouais. milieu vétérinaire, que ce soit chez les chiens, les chats, et chez les chevaux, bien évidemment. Par contre, il y a aussi des cas où, bah, comme tu évoquais aussi en médecine humaine, des cas où, il y a Voilà, vraiment ça un j'ai vu enjeu aussi. fonctionnel aussi, ouais. Ouais, j'ai vu aussi parfois, c'est vrai qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est des occlusions croisées, c'est-à-dire parfois, une dent, enfin, la mâchoire du bas qui passe devant la mâchoire, du haut et ça, c'est vrai que ça donne des complications pour mastiquer. Donc parfois, si ça peut se résoudre simplement alors dans ces cas-là, ils montraient un petit cas clinique où ils avaient résolu ça simplement en reculant une dent, qui faisait obstacle, voilà et qui permettait de rendre l'articulé, normal. Pourquoi pas? Sur certains cas comme ça où on peut faire des manipulations qui soient peu invasives, et améliorer, la qualité de mastication, pourquoi pas? Après je pense que ça reste des cas, très précis parce que, enfin, l'orthodontie, on a besoin de coopération quand même, hein. On a besoin de mettre des élastiques, on a besoin de faire activer les appareils. Tout seul, on est limité en fait. On peut aligner les dents, mais on va pas pouvoir corriger, grand chose au niveau des mâchoires et au niveau de l'occlusion. L'occlusion, c'est la manière dont les dents s'engrènent. Mmh. Voilà. Et donc, bah voilà, je pense que sans coopération à part si le l'animal est capable de coopérer, bon, ça me paraît compliqué. On va pas obtenir grand chose, je pense. Voilà, on va être Bah, limité. la partie installation en tant que telle, on l'a fait en anesthésie générale, hein, bien évidemment, sinon c'est pas possible. Et toutes les interventions un peu plus invasives entre guillemets, elles doivent être l'animal ne reste pas effectivement juste la bouche ouverte facilement pour qu'on intervienne, ouais, c'est sûr. Ah ouais. Ouais, et intéressant que tu soulèves le point de vue éthique. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une vraie anthropomorphisation de l'animal. Donc les propriétaires mimiquent les envies, les besoins qu'ils ont pour eux, pour leurs enfants, sur leurs animaux. Ouais. Et effectivement, c'est des questions qu'on doit se poser aussi en tant que vétérinaire et soignant. Voilà, comment on conseille le propriétaire qui pense qu'il fait bien parce qu'il fait la même chose pour son enfant. Et tu soulèves le point de la coopération et effectivement, un enfant, on peut lui parler, on peut lui expliquer, et on a une vraie raison entre guillemets aujourd'hui de leur donner le sourire, qu'elle soit fonctionnelle ou même esthétique, hein. C'est qu'un enfant qui a des sales dents, il va être moqué dans la cour de récré. Enfin voilà, il y a des choses, Complètement. voilà, qui sont quand même importantes. Est-ce qu'on peut, voilà, entre guillemets, forcer un animal à passer à travers des choses invasives juste pour avoir un plus beau sourire entre guillemets, ouais, Non, je voilà. ne pense Je pas. pense qu'on a tous un avis là-dessus. Je pense pas. Voilà. OK, mais en tout cas, tu vu des choses, un peu «similaires» entre guillemets à ce que voilà, ça t'a parlé de voir un peu ces choses-là, Ouais. côté véto. OK, super. Bah, merci pour ça. Je vais aller un peu plus en détail là sur le secteur et puis, bah, ce que tu fais aussi aujourd'hui. Tu as une double casquette,
si je puis dire, privé-public. Ouais. Non, mais Euh, complètement. c'est un choix, ça, un hasard? Comment ça s'est fait? Non, c'est un choix. Quand j'ai terminé mon internat, donc qui est pour le coup 100% hospitalier. Derrière, après, il y a la possibilité de rester dans le service. Alors souvent, c'est quand ça se passe bien. Là, on a un service à Marseille où il y a une ambiance qui est positive. Donc voilà, poursuivre. Et après, l'idée aussi de former un petit peu. Voilà, c'est intéressant de transmettre, passer un petit peu de l'autre côté, sachant qu'il y a aussi des gens qui nous ont transmis avant. Donc voilà, un petit peu rendre ce qu'on a pu recevoir. Voilà, c'était ça l'idée. Et après, donc en France, il y a un tournant qui est en train de se faire. L'assistanat, donc ce que je fais à l'hôpital, qui s'appelle en fait un clinica autrement, avec la double casquette à la fois fac et hospitalière, puisqu'on encadre les internes à l'hôpital et aussi on est formateur puisqu'on donne des cours sous la casquette de prof entre guillemets à la fac. Ça c'est en train de disparaître en temps partiel. En fait, ils ont voulu maintenant rendre ces postes-là que à temps plein. Pour enlever justement cet aspect privé public, voilà, rendre Ah ouais. que du public. Ouais, donc alors là c'est peut-être les dernières années où on a pu avoir ces postes temps partiel. Je sais qu'en médecine la plupart du temps ça devient impossible de faire du temps partiel et maintenant c'est sur dérogation. Donc voilà, c'est un peu critiqué ces choix parce que en dentaire on a une spécialité qui est très privée. En fait, il y a peu de gens qui veulent faire que du public, puisqu'en fait, on pratique pas du tout de la même manière. Et puis, en fait, on forme des étudiants qui sont destinés plus tard à faire du privé. Donc, on n'est pas les mieux placés pour les former. Alors après, c'est bien de leur donner un aspect aussi public, hospitalier, où en fait, on est dénué de tout sens commercial. Mais bon, faut aussi leur apprendre la réalité de ce qu'ils vont connaître ensuite. Donc voilà, ce virement. Alors, je sais pas s'ils y reviendront, mais donc là, pour l'instant, moi, j'ai profité du fait qu'on peut encore le faire encore quelques années. Et voilà. Donc, si ça peut changer, ça serait peut-être positif. Ouais, complètement. C'est étonnant ce choix. Ça a été motivé par quelque chose en particulier, tu sais? Non, mais je pense que c'est motivé par le fait qu'en médecine, ça a du sens puisqu'en fait, ça permet de fidéliser des hospitaliers en temps plein. Et puis, ça vu que quand même, il y a une majorité des spécialités où il y a beaucoup d'hospitaliers, ça a du sens que vraiment les assistants se dévouent à leur pratique hospitalo-universitaire. Parce que c'est vrai que quand on est en privé à côté, on est peut-être un peu moins impliqué. Mais après, en dentaire, c'est particulier, Ouais. donc c'est moins applicable. Et cette partie formation, justement, tu disais hors antenne que ça te plaisait beaucoup. Tu la vois la développer davantage, même si tu n'arrives pas peut-être à faire ce binôme privé-public? Ouais, idéalement, voilà, c'est ça. J'aurais aimé rester dans le public parce que je trouve qu'à l'hôpital, c'est le meilleur endroit pour continuer à former. Mais après, donc si on peut plus le faire comme ça, il faut passer par d'autres canaux, voilà, par les réseaux, par les congrès, voilà, bien que ce soit un petit peu différent parce que voilà, quand on passe par des réseaux comme ça, on se met toujours un petit peu en valeur, personnellement, quoi. On affiche un petit peu sa personne, alors que bon, en public, en hospitalier, c'est une logique un petit peu différente. Donc voilà, j'ai pas encore totalement fixé ce que je voulais faire sur ce point de vue-là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse de transmettre parce que je pense que si on est dans cette optique de transmettre, de développer ses compétences encore même après la fac, je pense que ça peut être que bénéfique pour développer notre passion par rapport à notre métier et voilà, se donner encore envie de travailler tous les jours et de développer sa pratique. Ouais, la soif de formation qui va main dans la main de la soif de se former, en fait, au final. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Toi, tu continues à te former comment? Alors après moi j'ai fait 8 ans d'études mais j'ai jamais redoublé donc ça a été assez court entre guillemets mais il y en a qui en font 10.
quand on sort de l'internat, on a un petit peu un syndrome du du ras-le-bol des Oui. formations. Où en fait, en plus quand on fait notre internat, on est envoyé dans tous les congrès possibles. Alors c'est super, hein, mais voilà, on voit parfois 3 fois les mêmes conférenciers dans l'année, voilà. Donc à la fin, on en a ras-le-bol, on n'a qu'une envie, c'est de tranquille faire sa pratique. Et après, donc là, moi, ça fait 1 an et demi que je suis diplômé, donc on commence à y revenir. Après, ça reste en regardant des conférences de temps en temps. Voilà, j'estime quand même qu'on a eu une formation qui était très, très complète. Donc voilà, c'est plus sur des sujets précis que je vais aller me renseigner, voilà. Mais sans faire des vraies formations Oui, c'est dédiées. un peu tôt. Ouais. J'imagine, ouais, peut-être des nouvelles techniques tout d'un coup qui sortent ou voilà, sur lesquelles il faut peut-être plus se mettre à jour, ce genre de choses. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, nous, on a déjà une spécialité d'une spécialité, donc en fait, vraiment, quand on sort, on a l'impression d'être à jour, quoi. Non, mais c'est pas, il y en Ouais. a, j'ai des collègues qui me disent j'ai fini, quoi. Mais non, mais enfin, on peut avoir l'impression que oui, on a fait le tour. Alors après, voilà, c'est complètement prétentieux de dire ça parce que c'est beaucoup plus complexe et je pense que surtout ce qui prédomine, c'est l'expérience dans notre pratique. Mais voilà, au niveau théorique, c'est vrai que peut-être qu'on peut avoir un petit peu explorer tout le domaine. Bah, sur ce volet, formation, pareil, tu m'avais évoqué que voilà, que c'était les voies d'accès changeaient un peu, qu'il y avait, une sorte de démocratisation, si je puis dire, ou peut-être plus perte d'exigence au niveau de la formation. Est-ce que tu peux peut-être aller élaborer un peu là-dessus? Au niveau de l'orthodontie? Ouais. Ouais, alors en orthodontie, ce qui se passe, c'est que, il y a toujours eu cette spécialité, enfin toujours eu depuis, je pense, je crois que c'était depuis les années 70. Voilà, donc ça a apporté une homogénéité de formation, voilà, une certification dans la qualité des soins. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, un tiers des actes d'orthodontie sont plus réalisés par des orthodontistes spécialistes, mais par en fait des dentistes qui font de l'orthodontie. Avec des qualités dans les soins et dans la formation qui sont complètement hétéroclites. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très consciencieux, très rigoureux et qui vont aller se former parfaitement et qui vont même être mieux formés parfois que ceux qui ont fait l'internat et qui se sont spécialisés. Et après, il y en a d'autres qui, tout ça, c'est poussé par des sociétés commerciales qui, veulent encore plus vendre de produits, donc qui forment rapidement des dentistes à faire des actes d'orthodontie. Donc, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, les gouttières invisibles. En fait, maintenant, il y a des sociétés commerciales qui les proposent et qui ont besoin de dentistes pour vendre leurs produits aux patients. Et donc, ils vont aller former très rapidement, en 2-3 jours. Faire ce qu'ils appellent des certifications et après derrière le dentiste il va pouvoir lancer ses propres cas. Voilà, ça soulève un petit peu des soucis parce que déjà c'est au niveau de l'opacité par rapport au patient, puisque le patient il est pas averti en fait si s'il est en train de voir un dentiste ou un spécialiste en orthodontie quand il commence son traitement. Donc ça, je pense que moi je me mets à la place des patients, j'aimerais peut-être au moins le savoir. Et après, le dentiste, lui, son argument phare, c'est que il connaît les cas complexes, donc il va trier ce qu'il peut et ce qu'il peut pas faire. Mais en fait, c'est plus compliqué que ce qu'il en a l'air, puisque pour savoir différencier un cas simple d'un cas complexe, dans certains cas, hein, il faut avoir connu les cas complexes et avoir les compétences sur l'entièreté du domaine. Voilà, donc c'est un sujet qui fait un peu débat hein, Mmh. chez nous, puisqu'en fait il y a des dentistes qui font pas la voie de l'internat et qui se forment très très bien, qui font des DU, qui passent des années justement à courir après les congrès, les formations, voilà pour au final obtenir en fait une voie de qualification parallèle qui finit par leur donner la spécialité. Donc ça, franchement, c'est je trouve beaucoup plus dur que de passer le concours. Donc vraiment c'est assez épatant. Mais après, voilà, de l'autre côté, un peu cet appât du gain où en fait l'orthodontie c'est une spécialité qui est assez rémunératrice et en fait les dentistes ils vont voir ça un petit peu comme une manière de faire un petit peu voilà augmenter leur chiffre Ouais. d'affaires voilà. Donc c'est un peu le côté voilà. Après ça doit pas être généralisé hein, mais
mais c'est un sujet Ouais, c'est un sujet. qui est compliqué. Il y a, vous avez un ordre des dentistes, j'imagine? Ouais. Il y a une recherche de règlement, il y a une volonté de réglementer ça un peu? Bah, ouais, après c'est délicat parce qu'en fait, l'orthodontie, il y a pas assez d'orthodontistes en France Ouais, pour tous pénurie. les patients. Donc ils sont en train aussi de résoudre, un problème qu'on a d'accès aux soins. Donc bah, l'ordre, bah, n'a pas envie de couper non plus, l'accès aux soins d'orthodontie, pour beaucoup de patients. Parce que parfois les non spécialistes, ils se mettent aussi dans des zones rurales où en fait, bah, ils rendent, Ouais. il donne l'accès à beaucoup de patients qui ne pouvaient pas. Voilà, donc c'est pas simple. Après, ils essaient de réglementer. Il y a eu un amendement qui a été proposé à l'Assemblée pour dérembourser les soins qui sont effectués par les non spécialistes. Mais là aussi, voilà, ça sort à pas mal de, de complications. Donc Ouais. pour l'instant, c'est statu quo. Beh, très sincèrement, ils devraient commencer par mettre à jour le site d'Amélie à jour avec des vraies définitions parce que moi, je suis allée sur le site justement, en prélude de ce podcast pour, essayer de comprendre ces différences et c'est absolument pas clair. Donc je me mets à la place de quelqu'un, qui est, complètement non médical, Ouais. qui se demande ce qu'il doit faire, pour ses dents qui sont pas droites. Il y a pas du tout d'explication sur, voilà, ce que c'est un dentiste, le rôle d'un dentiste, la spécialité de l'orthodontie, comment ça se passe et cetera et au niveau des remboursements, gros flou également. Ouais. Donc voilà, je vois un Ouais, petit peu ouais. comment ça Non, mais c'est voilà, sûr, où ça c'est sûr. commence en fait, Il hein. y a un problème d'information. Ouais. Pour moi, c'est le premier point. C'est déjà, on devrait informer tous les patients. Alors, on essaie nous, hein, en tant qu'orthodontiste, mais voilà, c'est un peu compliqué, mais d'informer les patients qui ils vont voir en fait. Est-ce qu'ils vont voir un dentiste? Est-ce qu'ils vont voir un orthodontiste? Ouais. Voilà. Ouais, ouais et bah, là où peut avoir le rôle finalement des réseaux sociaux avec, des gens qui se mettent un peu dessus et qui, voilà, qui informent un petit peu les gens sur, comment procéder, Ouais. peut-être. Ouais, 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 mais après il y en a aussi qui vont à l'inverse. Par exemple, il y a Oui, des dentistes qui sont un peu connus, sur ouais, Instagram. ouais, ouais, bien Voilà, moi sûr. je pense à un en particulier qui a quasiment 300 000 abonnés et lui, c'est un dentiste qui fait de l'orthodontie. Voilà, Mmh. donc voilà, après il fait plein d'autres trucs aussi, donc bon, voilà, en fait, on n'est pas voilà, il y a différentes voix, Ouais, qui ouais, ouais, portent pas plus ou facile. moins et en Ouais. fait, celle qui diffuse le plus aujourd'hui, c'est ceux qui ont des enfin, c'est les réseaux, hein, donc c'est compliqué de lutter contre ça. Ouais, ouais et mais peut-être comme tu l'as dit, que peut-être que lui, il est bon en peut-être que j'en sais rien, je connais pas ce gars, mais peut-être que lui, il est bon parce qu'il s'est bien formé pendant longtemps. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre au final, vu ce que tu me dis. Peut-être, effectivement, effectivement. Voilà, c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Mais après, si, en fait, moi, j'encourage tous les dentistes qui, si jamais ils se sentent en capacité, bah, de passer la spécialité. En fait, Ouais. il y a des voies de spécialisation. Voilà, d'aller au moins dans cette démarche-là pour que, bah, être vraiment reconnu et qu'on puisse former une unité et voilà, qu'on soit pas séparés par voilà, si vraiment on est bon dans un domaine, bah, il faut avoir le titre, je pense, hein, voilà. Ouais. Donc aller chercher, le titre d'orthodontiste, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout vu qu'il y a une grosse pénurie, vu ce que tu me dis. Il y a de la Ouais. place pour ces Bah, oui, gens-là. oui. Ouais, ouais, Mais il y a ouais. une pénurie de dentistes aussi, je pense. Donc Ouais, c'est un peu pénurie de double dentistes, peine. bah, ouais, après c'est, à la fois une pénurie et à la fois des zones complètement surdotées. Voilà, maintenant il y a D'accord, un zonage OK. qui a été mis en place, pour les dentistes. Alors pour les orthodontistes pas encore, mais bon ça va arriver. Voilà, aujourd'hui maintenant un dentiste, je crois que c'est depuis 2023, il peut plus s'installer où il veut, puisque, bah, il y a des zones qui sont considérées surdotées, donc c'est dans les centres-villes, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. voilà. Ah intéressant, je savais Heu, pas. Mmh. voilà. Donc en fait, il y a des voilà, l'accès aux soins, c'est un peu les déserts médicaux, c'est un peu paradoxal, quoi. C'est à la fois des zones qui sont complètement surdotées et d'autres où c'est impossible de trouver quelqu'un. Mmh. Intéressant. Hem, J'aimerais qu'on parle aussi du secteur de manière générale. Là, on a parlé un petit peu de privé public. Bah, tu l'as dit, on le sait, hein, globalement que le secteur dentaire est très privé. Hem,
pour comprendre un petit peu, en France, dans le secteur vétérinaire, maintenant on a 20% du chiffre d'affaires qui est détenu par des groupes aujourd'hui, donc c'est probablement beaucoup moins qu'en dentaire. Toi, tu travailles pour un groupe qui s'appelle Dentelia. Est-ce que tu peux expliquer le panorama justement du dentaire? Ouais, c'est ça qu'on dit, hein. Le dentaire, Ouais, dentisterie, je sais pas. ouais, du dentaire. Non, mais ça fait à peu près 20 ans depuis 20 ans qu'il y a des groupes par des financiers qui ont été créés. L'intérêt là aussi, hein, c'était de faciliter l'accès aux soins, puisqu'en fait, ils s'installent souvent dans des zones. Enfin, c'est délivré. Chaque installation est délivrée par l'ARS, qui est l'autorisation, l'agence régionale de santé. Donc, elle autorisait de créer des centres dans des zones où c'est plus ou moins sous-doté. Donc, à la base, c'était ça. Et en plus, c'était des logiques économiques, puisqu'en fait, ça facilitait l'accès aux soins, puisque vu que tout le matériel était regroupé, voilà, dans des grosses structures, forcément, les coûts étaient un petit peu cassés. Voilà. Donc, l'intérêt, c'était ça à la base. Après, comme tout, lorsqu'il y a des logiques économiques, derrière, il y a eu des dérives. Il y a eu les centres, ça s'est multiplié dans les années 2010. Il y en a eu de partout. Voilà, et avec des expériences plus ou moins compliquées. Moi, je suis bien placé pour en parler parce qu'en fait, avant que je sois dans le centre où je suis actuellement, qui appartient au groupe Dentelia, j'étais dans un centre dans des quartiers un peu plus populaires de Marseille, où en fait j'ai repris la patientèle d'un de mes confrères. Et en fait le centre, il y a eu une expérience assez dramatique, puisqu'il y a eu un changement de gérance. Et là, les gérants sont passés dans une logique assez incompréhensible, où ils ont fait facturer en fait des faux actes c'est sorti dans la presse, hein, maintenant, pour voilà, quasiment je crois plusieurs millions d'euros. Voilà, donc tout ça, ça a coulé complètement le centre. Nous, tous les dentistes, on a pris peur de tout ça, donc on s'est vite sorti de cette histoire. Voilà, mais c'est pour expliquer toutes les dérives qu'il peut y avoir lorsque en fait la logique, elle est plus du tout centrée sur le soin, mais en fait elle est centrée sur la rentabilité. Voilà, les dentistes, moi j'en ai beaucoup des confrères qui sont dans des centres où en fait ils sont poussés par le chiffre, où le gérant leur dit là tu n'as pas fait assez ce mois-ci, faudrait que tu fasses plus. Voilà, et donc parfois ça va jusqu'à en fait non, tu peux plus rester là dans le centre parce que tu fais pas assez de chiffres. Voilà, donc c'est quand même contraire à tout ce qu'on nous a appris lorsqu'on fait nos études, lorsqu'on prête le serment d'Hippocrate. Voilà, donc c'est une vraie contradiction. Voilà, maintenant je suis dans un centre où ils ont compris, je pense, que pour avoir des résultats durables, il fallait avoir une qualité des soins qui soit au rendez-vous. Donc ça se passe beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est très variable. Il y a des centres qui fonctionnent assez bien, et d'autres qui sont poussés par des logiques qui sont, je pense, pas les bonnes. Est-ce qu'il y a une obligation du gérant d'être dentiste comme dans les cliniques vétérinaires, les groupes vétérinaires? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je savais pas. En vétérinaire, ouais. Oui, donc dans les groupes, les cliniques, donc 51% doit être tenu par les vétérinaires. En France, hein, pas partout en Europe. Ça c'est assez curieux que nous, ça soit pas le cas. Parce que pour moi, ça s'apparente un peu aux mêmes problématiques, quoi. Ça reste du soin. Et non, nous, c'est des financiers purs et durs. Ah ouais. Oui, c'est des fonds d'investissement. Enfin, c'est vraiment, c'est du commerce, quoi. Ouais. Nous, on a du fonds derrière aussi, hein. C'est que du fonds derrière, mais il y a les vétérinaires doivent être détenteurs majoritaires des parts, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres merci pour ces clarifications sur les dérives et ces à la base, oui, c'était plutôt un avantage. Est-ce qu'il y a par contre d'autres avantages, par exemple la relation au patient, quand c'est bien fait, que le groupe peut apporter? Une sorte de standardisation, voilà.
Ouais, non, mais globalement, les avantages, c'est ceux que j'ai énoncés, hein. Ouais. C'est de l'accès aux soins, hein, à la fois économique et géographique. Après, bon, ça peut être pas mal aussi enfin, tous les aspects, comme on peut avoir en clinique, hein, dans le milieu médical. C'est-à-dire que, bah, on va avoir, un petit peu une sorte de polarisation, enfin, tout va être polarisé au même endroit. Mmh. Donc, bah, les patients, c'est facile pour eux, hein. Ouais. Moi, quand je suis un patient en ortho, j'ai mon confrère qui fait aussi, la chirurgie s'il faut enlever les dents de sagesse. J'ai mon confrère qui peut faire aussi s'il y a un soin, particulier sur une dent. Voilà, c'est vrai que ça facilite quand même les choses, hein. Donc ça a cet avantage-là de se regrouper. Mais comme, les cabinets se regroupent aussi, parfois, donc, voilà. Et tu connais le pourcentage à peu près, rapport, enfin privé, enfin sur ce qui reste de Dans monde les privé? centres? Ouais, Non, je sais pas exactement. Je sais pas exactement. mais c'est beaucoup. Enfin, j'ai l'impression quand même que c'est vachement en milieu urbain. OK. Voilà, c'est Ouais. vrai que dès qu'on sort des villes, ça n'existe pas, hein, les centres. OK. Voilà, OK, c'est OK. que des cabinets. Donc, mais dans les villes, je pense que c'est pas loin d'être, autour de la moitié de l'offre de soins. OK. Et toi donc comment ça se passe? Tu es salarié dans Ouais, ces groupes-là? Ouais, donc ouais, tu es plus en libéral donc? ouais, exactement. OK. On est salarié du groupe. Voilà. Par contre, il y a une particularité, c'est que ces groupes, c'est obligé d'être des associations. Voilà, ils sont, voilà, OK. c'est pas des sociétés, voilà. Donc, bon, après ça leur change un petit peu leur organisation, mais ouais, ça reste du juridique. Et toi, tu as jamais envisagé, peut-être c'est trop tôt, de te mettre, en libéral, de monter ta propre structure? Si, je l'envisage. Après, ouais, c'est un peu tôt. En fait, je pourrais le faire, mais après ça dépend des vies, personnelles, pour savoir où on veut vivre. Nous, c'est exactement pareil pour les vétérinaires, je pense. Mais quand on crée son cabinet, on pose, le drapeau, Mmh. dans un endroit et derrière, on est parti pour, 30 ans, voilà. Donc, j'attends de savoir où j'ai envie de poser, mon drapeau. Ouais, mais tu fais bien. Hem, il y a une autre question que je t'ai pas posée et bon, ça boucle un peu avec, cette histoire de pénurie. Hem Et d'ailleurs pas que pour, la dentiste, enfin les soins dentaires. Les gens vont se faire soigner pas mal à l'étranger aussi aujourd'hui. J'ai vu passer pas mal de choses justement dans mes recherches internet, voilà, de cabinets, de centres, à gauche, à droite, en Europe et ailleurs. Comment tu le vois ça? Bah, ça pour moi, autant, les autres sujets, on avait un peu un débat. Là, pour moi, il y a pas de débat, c'est une mauvaise idée puisque en fait, on v les patients, ils vont être attirés un petit peu par une baisse, qui va être, importante, hein, mais de peut-être de 50% du devis, pour au final après avoir un gros risque de payer très cher s'il y a tout type de problème. Parce que c'est souvent des soins qui sont compliqués et c'est pas des patients, qui vont aller faire une petite, carie à l'étranger, hein. Ça va être une réhabilitation globale où, bah, il va y avoir plusieurs implants, qui vont être posés pour qu'il y ait une prothèse par-dessus, pour restaurer toute une arcade, en fait. Et ça nécessite une maintenance qui est très importante. Et bah, si, il y a un problème, la responsabilité des praticiens, qui touchent en France à des soins qui ont été réalisés à l'étranger, bah, elle est directement, impactée. Donc, voilà, moi je pense que c'est une très mauvaise idée. On a un peu l'impression, que ça va être bénéfique, mais quand ça se passe mal, bah, c'est très compliqué. Voilà, je pense qu'en France, on a quand même un système de soins, dentaires qui rembourse, beaucoup. On le voit d'ailleurs parce que moi, enfin dans mon centre, il y a beaucoup de dentistes qui sont étrangers. Alors pas qui sont allés se former à l'étranger, mais étrangers. J'ai une dentiste qui est grecque qui est venue, un portugais, un espagnol, voilà. Donc ça prouve bien que en France, notre système de santé, dentaire, bah, il est quand même, attractif. On rembourse beaucoup de choses. Il y a les patients, ils ont quand même accès, aux soins, même les patients qui sont, un peu plus modestes. Donc, voilà, on peut quand même se faire soigner. Et après, si, bah, on peut pas payer encore la différence entre un devis fait en France et un devis à l'étranger, peut-être un peu temporiser, voilà, avec des soins, qui peuvent être faits, gratuitement en France jusqu'à qu'on puisse se le permettre, de le faire en France. Voilà, je Mmh. pense que le calcul, est pas forcément bon.
Donc, pour ceux qui écoutent, n'allez pas vous faire soigner à l'étranger pour vos dents. Ouais. On n'a pas parlé, les formations à l'étranger. Ça aussi, probablement, il y a pas mal de dentistes qui se forment en dehors de la France maintenant. Ouais. Alors bon, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études à l'étranger, donc je vais essayer de les garder. Voilà. Mais voilà. Après, il y a une info qui m'avait un peu surpris. J'avais entendu ça l'année dernière. En 2023, il y a eu une bascule. Il y a eu plus de formés à l'étranger que en France qui se sont inscrits à l'ordre. Donc je crois qu'il y a à peu près 6 000 inscrits par an. Il y avait 3 005 à l'étranger et 3 000 en France. Voilà, ou un peu moins, un peu plus en France. Voilà. Donc c'est vraiment une tendance qui se développe énormément. Alors là aussi, ça a des intérêts de base. De toute façon, quand c'est accepté par l'État, c'est que ça répond à leurs intérêts. Donc nous, en fait, en France, on n'a pas assez de place dans les universités pour former. Et ça coûte cher aussi à l'État. Donc ça leur va très bien qu'il y ait des étudiants qui aillent se former à l'étranger pour revenir en France. Et deuxième avantage, offrir un accès aux soins dans des zones où il y a le besoin. Voilà. Alors le premier avantage, bon, il est certain. C'est vrai que je pense qu'ils font des économies sur ça. Mais par contre, le deuxième avantage des déserts médicaux, je pense pas que ça le remplisse puisque en fait ceux qui vont se former à l'étranger, ils reviennent en France en zone urbaine parce qu'ils ont pas envie voilà, ils ont pas envie d'aller se mettre en Corrèze. Oui, j'allais dire, ou la Creuse. Ouais. Voilà. Donc voilà. Par contre, ça pose d'autres problèmes puisque là aussi, ça va dépendre complètement de la conscience professionnelle du dentiste, de sa rigueur, de comment il va aller se former, parce qu'il y a une grande disparité dans la qualité des formations. Je sais qu'il y a des formations où ils sont très bien en Espagne, voilà, à Madrid. Les formations ont l'air complètement complètes, voire parfois mieux que dans certaines facs. Mais après, il y en a d'autres où c'est peut-être un peu plus compliqué. Je crois au Portugal, ils font quasiment pas de pratique. Donc après, quand les dentistes reviennent, et qui s'installent en France, les débuts ils peuvent être compliqués et après ça reste des soins. Donc bon voilà, faut pas que ça se fasse au détriment du patient. Donc c'est le problème, c'est ça, c'est l'uniformité dans la qualité des soins et qu'après en fait c'est des dentistes qui mettent peut-être des années avant de se former et d'arriver au niveau qu'ils auraient eu en sortant d'une fac française. Voilà. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que en médecine, en fait, quand on part faire ses études à l'étranger, pour sauter la première année, derrière, ils sont obligés de revenir et de passer par l'anciennement ECN, qui s'appelle aujourd'hui EDN, qui est un examen classant qui permet en fait de choisir sa spécialité. Les étrangers, donc, les Français qui ont fait leur études à l'étranger sont obligés de passer par ce concours-là. Donc, ça leur en fait fait une sorte d'uniformisation du niveau, du moins théorique, qui permet ensuite de leur redonner un accès à la voie française. Voilà. En dentaire, on n'a pas ça. Ils se forment à l'étranger et derrière, il y a personne qui contrôle la qualité de leur formation et ils peuvent s'installer, poser leur plaque et créer leur cabinet s'ils en ont envie. Voilà. Donc là aussi, il y a un peu des questionnements sur ça et pour l'instant, il y a rien qui est en cours. On sent en tout cas une balance, comme tu l'as très justement dit, entre l'enjeu économique et l'enjeu de la qualité de soins pour les clients. Et on a l'impression que ça penche peut-être plus vers l'enjeu économique. Voilà, après c'est comme j'ai dit tout à l'heure pour les spécialisations en ortho, il y a des dentistes qui se forment à l'étranger qui sont très très consciencieux, qui font très très bien leur travail, donc c'est dur de stigmatiser. Il faut pas du tout, c'est pas du tout parce qu'il y a un dentiste qui est formé à l'étranger qu'il faut pas aller le consulter, loin de là.
mais c'est plus pour moi, ils bénéficieraient eux aussi que en fait à leur retour, il y ait une sorte d'examen ou d'uniformisation de leur niveau pour aussi leur restaurer une sorte de légitimité voilà que je pense eux aussi souhaiteraient quoi parce que bon, j'ai pas mal enfin il peut y avoir un petit peu une sorte de syndrome un petit peu enfin pas d'imposteur, mais voilà, vu qu'ils n'ont pas passé leur concours en France, ils peuvent se sentir un peu inférieurs, et alors que il y en a qui ont pas du tout à se sentir inférieurs. Donc voilà, je pense que ça serait ça devrait venir en fait de la législation pour uniformer tout ça. Oui, 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 oui. Bah, on est exactement dans la même situation en vétérinaire, hein, pénurie avec formation à l'étranger, avec des formations plutôt assez bonnes. Hein, avant, c'était la Belgique, tout le monde partait en Belgique, et maintenant, il y a beaucoup d'autres facs dans les autres pays, mais qui, voilà, certains se plaignent de la disparité de la formation, effectivement, et je pense que parfois elle peut exister. Après, il y a un vrai enjeu de motivation aussi. Je pense qu'on peut avoir un vétérinaire ou voilà un dentiste bien formé en France, mais plutôt médiocre dans sa motivation, et du coup, finalement, ça implique pas tant que ça et pas très bon. Et à l'inverse, quelqu'un qui va se former à l'étranger, qui certes aura peut-être une formation moins complète, mais qui va combler ça par de la motivation et un désir de s'améliorer dans le métier assez rapidement, Ouais. et va vite se retrouver finalement Ouais. au-delà de ce qu'on attend. Après, il y a un biais, c'est que en fait, l'étudiant qui est motivé et qui veut vraiment arriver à faire son métier de la meilleure manière possible, il va passer le concours. Voilà, Oui. il va prendre la voie classique, il va passer son concours en France, et après c'est un concours où quand on est motivé, c'est pas un concours qui demande des grandes qualités intellectuelles, hein. Enfin, OK. je pense que, enfin, ça c'est un petit peu peut-être réducteur, mais c'est quand même un concours qui récompense la qualité, enfin la qualité de capacité de travail et la motivation. Si on a une grosse capacité de travail et qu'on est motivé, les deux vont ensemble, hein, d'ailleurs, il y a de grandes chances qu'on réussisse le concours. Donc, si on part directement à l'étranger, ça prouve quand même soit qu'on n'a pas envie de s'embêter avec un concours, soit après il peut y avoir complètement d'autres raisons, hein, le fait que ce soit pas le moment, voilà. Donc dans ces cas-là, ça ouvre effectivement à des profils qui vont en fait faire leurs preuves par la suite. Mais voilà, le problème de ces voies-là, c'est qu'ils sélectionnent pas. Voilà. Alors après, que le concours d'entrée soit pas forcément la meilleure manière pour sélectionner, je peux l'entendre, parce que c'est vrai que ça sélectionne aussi des peut-être des profils qui sont pas faits pour ça. Mais au moins, ça sélectionne des étudiants qui sont motivés et qui ont une bonne capacité de travail, ce qui correspond quand même à deux grandes qualités pour faire Ouais, un bon ouais, dentiste ouais, tu ou un raison. bon véto. Voilà. Bah, nous, on a le système de la prépa, donc c'est Bah, ouais. encore différent. Mais ouais, j'entends complètement ce que tu dis, Mais bien après, sûr. ça reste pareil, Ouais, ça reste une sélection, et ouais. enfin, et même qui est très drastique, hein, en vétérinaire aussi, Mmh. puisque voilà, et donc je pense que l'étudiant qui est motivé, enfin, les gens qui sont pris en veto après leur prépa, je pense que c'est globalement des étudiants qui ont une motivation très importante. Motivation, oui. Ouais, clairement. Après, est-ce qu'ils sont toujours à leur place? Ça, la question se pose aujourd'hui. Ouais, C'est un autre débat, ouais, voilà, celui de la formation et et de la ça sélection, permet. c'est un autre, ouais. Ouais, ça permet pas de sélectionner effectivement si en fait ils étaient faits pour ça, c'est ça? Voilà. Oui, Oui, c'est ça, exactement. oui, Ouais. Ouais, ouais. exactement. Donc C'est tout. là, Voilà. on est sur le sujet de, voilà, intérêt de la formation, est-ce que c'est la bonne sélection, et cetera, et cetera. Mais je te rejoins sur le fait qu'au moins il y a une sélection, et donc ça permet, en principe, Ouais. d'avoir un pool de personnes qui sont, en tout cas en liste d'être compétentes. Voilà. Exactement. Il y a un premier tri. Voilà. Alors Voilà. après, voilà, c'est pas le meilleur tri, mais il y a un tri. Mais c'est intéressant, hein, voilà, d'échanger, avec toi sur ce sujet, de voir, voilà, de pouvoir faire ces parallèles finalement, et comme quoi peut-être les ordres, devraient se mettre en commun et discuter un peu, parce que je pense qu'aujourd'hui les solutions,
sont cherchés un peu en silo. Hein, on se regarde Ouais, pas en dehors, on regarde pas trop en dehors ouais, ouais. de notre profession. Alors je dis ça sans certitude, hein, je ne suis pas dans l'ordre vétérinaire, donc peut-être que c'est complètement faux ce que je dis, mais c'est une impression que j'ai que finalement on a des problématiques chacun dans notre coin et que Complètement. peut-être que Complètement. euh, Moi, en veto, j'avais pas trop écho de ces problématiques-là, mais par contre, il y a une autre spécialité où j'en ai, enfin, où je les connais, c'est en kiné. En kiné, ils mhm, ont exactement les mêmes problèmes, avec ouais. beaucoup qui sont formés à l'étranger. Et voilà, donc c'est vrai que parfois, en fait, chacun regarde un petit peu, essaie de trouver sa solution de son côté, alors qu'en fait, ça, voilà, ça se rejoint fortement. Ouais, ouais, ouais. Et alors qu'on a tous le même objectif en fait, hein, d'apporter, une qualité de soins, une belle qualité de soins à nos patients, qu'ils soient, animaux ou humains. Et complètement, complètement. Comment tu vois évoluer la profession dans les 10 prochaines années? Bah, ouais, moi, enfin, j'ai un gros doute sur la spécialisation, comme je l'ai dit, puisque voilà, Mmh. pour moi, on prend une tendance qui va plutôt vers une omnipratique du dentaire, où en fait les dentistes bah, feront quasiment tous de l'ortho s'ils en ont envie. Et ça se rejoint avec le deuxième point, c'est parce qu'en fait maintenant on commence à avoir des outils bah, liés à l'intelligence artificielle qui en fait bah, facilite la réalisation des plans de traitement. En fait, l'orthodontie, ce qui est la complexité de notre métier, c'est d'arriver à faire des plans de traitement qui soient adaptés aux patients et qualitatifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un patient qui va arriver, il va avoir les dents qui sont chevauchées, il va falloir choisir quelles dents on va extraire spécifiquement, comment on va résoudre son décalage, quel dispositif on va mettre en place. Voilà. C'est pas l'aspect technique nous qui est compliqué, c'est vraiment l'aspect réflexion. Et ça, l'IA en fait, Mmh. bah elle est plus forte. Enfin, aujourd'hui pas encore, mais très vite en fait, on va avoir à nos dispositions des logiciels qui vont nous permettre de faire des diagnostics et de faire des plans de traitement qui soient d'une précision qu'on ne pourra pas égaler. Voilà, donc en fait, même le praticien qui aura pas les mêmes compétences, bah, il va pouvoir en fait avoir accès à des plans de traitement qui soient entre guillemets 5 étoiles quoi. Voilà, donc je pense que on va un petit peu vers ça et que bah, l'IA voilà va faciliter l'accès à notre à la qualité des soins et voilà. Après, je pense que la technologie aussi globalement va un petit peu révolutionner notre métier. On l'a déjà, hein, mais en fait tous les plans de traitement maintenant ils sont, enfin les simulations, des plans de traitement sont faits par IA. On a aussi une société en France qui est une licorne, donc qui a levé plus de 1 milliard d'euros. Donc c'est très rare Ouf! en France. Voilà, c'est vraiment énorme. Et c'est une société qui fait du monitoring. En fait, ça suit les patients à distance. En fait, les patients se scannent chez eux et nous, on reçoit tous les jours les photos de l'avancée du traitement. Et donc, en fait, ça nous permet de moins voir les patients puisqu'on a un suivi à distance et de les voir que quand c'est nécessaire. Donc ça permet de réduire le temps au fauteuil du patient et d'augmenter le volume tout en théorie, améliorant la qualité de sa prise en charge. Voilà, donc moi je le vois comme ça l'avenir un peu boosté par les technologies, mais aussi des défis pour bah, rester quand même indépendant, voilà, pour avoir toujours une spécialité qui nous protège et qui garantit qu'on continuera à avoir un intérêt quoi dans la dans notre profession. Ah bah, c'est, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là, sur, l'IA, les technologies, parce qu'évidemment, hein, tout le monde, aujourd'hui a soit on adore l'IA, j'ai l'impression que c'est un peu clivant, soit on adore l'IA, soit Ouais. on en est terrifié. Ah Moi, je suis ouais. plutôt dans la team j'adore, mais il y a beaucoup de craintes par rapport au, «remplacement» entre guillemets de métiers. Hem, Est-ce que tu penses, tu vois, tu parles de ces plans de traitement, 5 étoiles. Pour moi, il faudra toujours de l'expertise derrière pour valider. C'est-à-dire que, le plan Oui, de traitement, il faut quand même qu'il y ait un humain derrière qui dise: «OK, tout va oui. bien», ou est-ce que tu penses que non, on va arriver à un moment donné où la l'IA sera tellement performante qu'il y aura Bah, c'est aucun ça. doute?
En fait, je pense qu'on va douter de l'IA pendant. Alors, mettons, si dans 5 ans elle est aussi performante que nous, voire plus, on va peut-être douter les 5 premières années. Les 5 premières années, on va se dire bon, je vais quand même aller vérifier, voilà. Et puis quand après, allez, sur les 300 plans de traitement qu'on a fait par an, bah ça sera toujours nickel. Et à chaque fois qu'on vérifie, bah on trouvera pas mieux. Bah il y a au bout d'un moment où forcément, bah on va arrêter de contrôler. Voilà, donc c'est obligatoire que si elle prouve qu'elle est meilleure que nous, au bout d'un moment, on va finir par lui déléguer ces tâches-là. Alors, il y aura peut-être un contrôle, mais qui sera pas autant attentif que si on avait fait le plan de traitement nous-mêmes. Alors après, est-ce que c'est un mal? Puisque si elle se trompe plus, voilà, pourquoi ne pas lui déléguer ces tâches-là? Après, par contre, c'est vrai que moi, ça me fait un peu mal pour notre métier, parce que comme j'ai expliqué, l'orthodontie, pour moi, la difficulté, c'est de faire des diagnostics et des plans de traitement. Bah, si Léa les fait à notre place, bon. Qu'est-ce qui reste? En fait, c'est ça. Nous, il nous reste pas grand-chose. Hein. Poser des bacs, c'est pas très compliqué. Voilà, il y a un peu de formation à un technique, mais ça reste un métier qui techniquement est assez simple. Voilà, on parle pas d'une chirurgie, voilà, où c'est des mouvements fins et très complexes. Donc voilà, moi j'avoue que je suis complètement, comme tu disais, du côté pro IA, j'adore ça, j'adore la technologie, mais de l'autre côté, je peux m'empêcher d'être réaliste face à tout ça et de se dire que notre compétence va un peu décroître, je pense. Ça interroge en tout cas. Mmh. Bon, Marin, on a parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, qu'on aurait dû? Je sais pas. Je crois qu'on a fait, on a fait un peu le tour. On a bien zigzagué, en tout cas, j'ai l'impression. Je parlais de trame à suivre. On a fait plutôt une toile d'araignée cette fois-ci. Ouais, mais c'est bien, je pense, c'est bien, c'est bien. Est-ce que, alors premièrement, est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même, c'est-à-dire, bon, t'es jeune, hein, mais voilà, le marin qui juste 18 ans, voilà, juste sorti de bac, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je me dirais? Moi, j'ai toujours un truc, c'est que je suis un impatient. J'ai envie que les résultats ils arrivent vite et que voilà rapidement mon travail porte ses fruits. Donc, je lui dirais d'être patient, de croire au processus, de pas voilà, d'apprécier aussi le voyage de toute la formation. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas apprécié, mais c'est vrai que en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours hâte voilà, hâte d'avoir fini, hâte de pratiquer, maintenant hâte de créer son cabinet. Voilà, c'est aussi un petit peu profiter du processus et voilà, se faire confiance pour se dire que on va y arriver quoi. Voilà. Et je t'ai demandé en préparation de ce podcast, une maxime, un livre, une citation, quelque chose qui t'a peut-être accompagné. Est-ce que Ouais, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire en fait. C'est, je me répète souvent, les bonnes choses prennent du temps. C'est-à-dire que dans toute ma vie, que ça soit pour avoir la pratique professionnelle de ses rêves, donc le cabinet, voilà, on va mettre du temps avant d'y arriver et en fait, c'est que comme ça qu'on peut avoir quelque chose qui est bien. Voilà, moi je pratique aussi beaucoup de sport, je fais beaucoup de courses à pied. C'est un sport où pour le coup, voilà, c'est les années et les années et les années qui vont récompenser et qui vont permettre d'avoir des performances qui sont au niveau qu'on l'espère. Et il y aura pas de miracle, voilà, si jamais on fait pas cet entraînement avec une régularité, voilà, totale. Donc voilà, moi je me répète souvent ça, je me dis d'être patient et que voilà, si on veut construire quelque chose qui nous fait rêver, voilà, faut prendre le temps simplement. Voilà.
Merci pour cette phrase. Je vais la garder aussi dans un coin de ma tête. Je pense qu'on est très vite, on veut tout de suite. Hein. C'est la société actuelle aussi qui veut un peu ça, le one click d'Amazon. Puis avec les réseaux, en fait, on écoute et on voit des podcasts par exemple ou des gens qui ont réussi et en fait on se dit mais c'est pas possible, mais comment il a fait ça? Mais en fait on se rend pas compte qu'en fait lui il a peut-être 20 ans d'expérience de plus que nous. Par quoi il est passé? C'est faut quand on se compare, faut toujours prendre le recul de se dire en fait il y est aussi, c'était un débutant comme moi qui a tenté des choses, voilà. Donc c'est ça, c'est un petit peu un recul. Complètement. Ouais. Et l'intérêt de ce podcast aussi d'ailleurs, hein, que les gens entendent les histoires de vie et que il y a un peu de chemin qui se passe et il faut tirer un peu le fil et un peu d'expérience. Moi j'ai un chemin qui est pas très long hein, pour le coup. Il y a déjà pas mal de choses et puis tu as des réflexions qui sont intéressantes aussi pour nous, donc c'est chouette. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Et je te souhaite bien sûr plein de belles choses pour la suite parce que toi t'as plus devant que derrière encore, donc ça c'est cool. Ouais, j'espère. Mais oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.